Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme de l'État toujours en marche. Le gouvernement présente de nouvelles mesures pour transformer l'action publique. En ligne de mire, le statut des fonctionnaires avec un recours accru aux contractuels. Inquiétude des syndicats qui y voient la fin du statut. Le débat est à suivre. La naissance d'une nouvelle collectivité avec la fusion attendue des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Les élus alsaciens sont reçus à Matignon pour évoquer ses compétences au sein de la région Grand Est. Les réactions des sénateurs dans cette édition. Comment protéger les enfants d'une surexposition aux écrans? Une proposition de loi centriste sera débattue le 20 novembre en séance. Elle vise à sensibiliser les parents tout en imposant un devoir d'information aux fabricants. On en parle dans un instant avec mes invités. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tran Nuit en direct de la salle des conférences du Sénat dans notre multiplex tout de suite. C'est avec 6 mois de retard qu'Édouard Philippe a présenté ce matin de nouvelles mesures en faveur de la réforme de l'État. Un chantier laborieux car le gouvernement est bien décidé à faire évoluer la fonction publique et le statut des fonctionnaires. Fabien Recker. En matière de réforme de l'administration, la feuille de route est claire, à en croire Édouard Philippe. Nous voulons moderniser la fonction publique, nous voulons transformer l'action publique, nous voulons tenir les objectifs qui sont ceux de ce gouvernement, ceux du président de la République. Parmi ces engagements, la réduction du nombre de fonctionnaires. Mais pour moderniser, le gouvernement entend surtout flexibiliser et il ouvre une brèche, généraliser l'embauche sous contrat dans la fonction publique. Nous garderons un statut, mais on laissera le choix aux agents publics. Ils pourront désormais prendre des contrats et venir pour 5, pour 10, pour 15 ans dans la fonction publique et pas simplement accepter statut ou pas statut. Une période à l'issue de laquelle ces contractuels pourront donc retourner dans le privé. Pour les syndicats, cette remise en cause du statut synonyme d'emploi à vie constitue une ligne rouge. C'est vraiment un point clé. Nous avons accepté l'idée d'une concertation, mais pour nous, il était essentiel de préserver la fonction publique et le statut de la fonction publique, non pas pour les agents en tant que tels, mais pour le pays et pour l'intérêt pour notre pays d'avoir une fonction publique indépendante, neutre et indépendante des intérêts privés, justement. Afin de favoriser les départs volontaires, une agence pour la reconversion des agents publics doit être créée. Insuffisant sans doute pour calmer la grogne des syndicats. Et premier invité de notre multiplex, le sénateur centriste de l'Essonne, Vincent Delahaye. Il est avec vous, Tam Tran Nuit. Oui, Vincent Delahaye, moins de fonctionnaires, une généralisation de la contractualisation. Est-ce que la réforme de l'État telle que l'envisage le gouvernement va pour vous dans le bon sens ? Écoutez, on est déjà content qu'on en parle puisqu'on nous avait annoncé un rapport en octobre 2017 dans 6 mois. On est 1 an après. On est content quand même que le gouvernement se saisisse de ce rapport. C'est long et laborieux pour C'est vous. un peu long et laborieux et malheureusement c'est l'histoire de la réforme de l'État puisque depuis les années Rocard, les années 80, on a eu beaucoup de rapports et finalement assez peu de réformes. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait plutôt l'inverse, beaucoup de réformes et moins de rapports. Maintenant, je dirais que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. En même temps, il faudrait que ça soit en cohérence avec le budget 2019. Quand on regarde le projet de loi de finances, quand on regarde le projet de loi de finances, on voit assez peu de pistes d'économie, on voit assez peu de réduction vraiment d'effectifs. Les 50 000 emplois qui sont déjà pas énormes par rapport aux 5 600 000 emplois publics qu'on a en France, 50 000 de réduction sur 5 ans, c'est pas énorme. Et en fait, on en a 4 100 qui sont annoncés dans le budget 2019, après 1 200 l'année dernière. Oui. Donc vous voyez que pour arriver à 50 000, en 5 ans, on va avoir du mal à y arriver. Donc moi je crois qu'il faut avoir du courage, il faut vraiment avoir envie de réformer sur le fond. Parce qu'on dépense toujours plus d'argent public, on a toujours plus d'emplois publics et finalement les gens ils ont le sentiment que le service public se dégrade. Donc c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait avoir moins de dépenses publiques, moins d'emplois publics et de meilleurs services. Alors le gouvernement annonce un certain nombre d'éléments concrets, notamment une agence de reconversion pour les fonctionnaires, pour les accompagner vers le privé dans le cadre de plans de départ volontaires, également un fonds d'accompagnement de 50 millions d'euros. Tout ça c'est un vocabulaire qui montre qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont plus tabous.
qui ne sont plus tabous, c'est vrai. Est-ce que ça peut donner des résultats? J'en sais rien. La seule politique qui a vraiment donné des résultats, c'était la RGPP, ce qu'on appelait la RGPP sous le quinquennat de Sarkozy. En fait, c'était le remplacement d'un seul départ en retraite sur deux personnes qui partaient. Ça a donné quelques résultats. Il a été très critiqué par la suite sous le quinquennat. Ça a été, oui, parce que c'était un petit peu à l'aveugle, hein, c'est-à-dire qu'on y allait systématiquement. Mais en même temps, je pense qu'il faut ce genre de politique pour y arriver. Et est-ce qu'une agence de reconversion suffira? Est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont être tentés par cette agence? J'en sais rien. Et c'est pas forcément les fonctionnaires qui peuvent ne pas être remplacés. C'est là où est la difficulté en fait. Hein. Quand on regarde comme ça, c'est pas si facile que ça. En réalité, il faut redéfinir les missions de l'État. Parce que c'est en redéfinissant les missions de l'État qu'on peut, si on peut pas demander avec les mêmes missions d'avoir exactement le même nombre de personnes. Donc après, il faut regarder ce que l'on fait et essayer de faire un tri entre ce qui est bien et ce qui est moins bien. Gérald Darmanin il est plutôt favorable. Il a par exemple dit on arrêtera de payer en argent liquide aux impôts. Cette mission pourra être déléguée à des partenaires privés comme la Poste ou les buralistes par exemple. Ça c'est un. Mais sur le discours, c'est toujours très bien. En fait, ce qu'on attend, c'est les actes et la réalité. Donc, je vous l'ai dit, dans le budget 2019, on voit pas grand-chose. J'espère que ça sera pour le budget 2020. Mais enfin, vous voyez déjà qu'on aura pris pas mal de retard. Et après, on va arriver dans une période préélectorale avec les élections en 2022. Il y a toujours quelque chose devant. Donc, il faut aller beaucoup plus vite. Juste pour terminer, pour vous personnellement, faut-il en finir carrément avec le statut des fonctionnaires? Avec le statut, non, mais par contre qu'on puisse diversifier les sources de recrutement et les statuts selon lesquels on recrute des emplois publics, oui, ça se fait déjà, on peut peut-être l'augmenter. Eh bien, merci beaucoup Vincent Delahaye d'avoir répondu. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, Tan, pour cette réaction. Un nouveau pas vers une collectivité unique d'Alsace. La fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin devrait être officialisée aujourd'hui. Mais quel rôle pour ce nouvel échelon dans la région Grand Est? Quelles compétences? Pour l'heure, des doutes subsistent. Jordan Klein. Le dossier est sur la table du Premier ministre depuis le mois de février. L'idée, fusionner les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer une seule et même collectivité alsacienne. Comme le souhaite le président, l'Alsace resterait bien intégrée à la région Grand Est. Elle serait alors dotée des compétences d'un département, mais surtout de compétences bien plus spécifiques. J'ai une certitude, c'est que le président de la République a dit on ne remettra pas en cause les grandes régions et les compétences des régions. On peut faire des efforts pour tenir compte de spécificités alsaciennes. Dans quelle mesure, je n'en sais rien. Mais le vrai sujet pour moi, c'est qu'est-ce que l'État est susceptible de donner dans la décentralisation. Au cœur des négociations, les compétences attribuées à ce nouveau département. Parmi elles, la gestion des autoroutes et des nationales, la coopération transfrontalière ou encore le bilinguisme qui porte entre autres sur le recrutement de professeurs franco-allemands. Pour Fabienne Keller, un large consensus devrait se dégager entre les élus. L'Europe se vit déjà aux frontières, que cette nouvelle collectivité va s'adjoindre des compétences, mais l'idée c'est surtout de faire rayonner l'Alsace. Et je me réjouis vraiment que cela aboutisse aujourd'hui à une belle étape qui sera un accord de principe sur cette nouvelle collectivité européenne. Et puis après, il y aura du travail pour la mettre en place complètement. Après l'accord de principe, il faudra encore organiser sa mise en place. Cela passera alors par les votes de lois, de décrets, mais aussi par des décisions des collectivités. Le chemin est encore long vers l'unité alsacienne. On connaissait le fumet tue sur les paquets de cigarettes. Aura-t-on bientôt l'exposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans peut nuire à leur développement psychomoteur? C'est la mesure phare d'une proposition de loi centriste qui vise à sensibiliser les parents et responsabiliser les fabricants. Aurélien Romano. La moitié des bébés de 18 mois regardent tous les jours la télévision. Passé 2 ans, ils sont 2/3 selon une étude de l'INSERM. Pourtant, scientifiques et professionnels de la petite enfance sont unanimes, l'exposition trop précoce aux écrans nuit au développement de l'enfant. Et les campagnes de sensibilisation ne manquent pas. Le CSA martèle ce message depuis 10 ans. Jusqu'à 3 ans, ils doivent apprendre à devenir acteurs de leur univers et ne pas en être simples spectateurs. Voir des images et entendre des sons qu'ils ne comprennent pas, ça n'est pas mieux. Alors, pour bien grandir, pas d'écran avant 3 ans. La télé du salon constamment allumée devant laquelle la famille dîne, les tablettes qui permettent aux enfants de regarder leurs programmes sans limite de temps, les smartphones ou encore l'ordinateur, les écrans sont multiples dans les foyers. Et les écrans avant 3 ans retardent l'enfant dans l'acquisition du langage et entraînent des troubles du comportement, attention, sommeil, interaction avec les autres. Après 3 ans, ce sont d'autres dangers qui sont liés au contenu eux-mêmes, images et propos violents ou choquants à la télévision ou sur Internet.
Pas d'écran avant 3 ans, ce message doit être inscrit sur les emballages des outils numériques. C'est le but d'une proposition de loi du groupe centriste du Sénat. S'appuyant sur des rapports scientifiques, les sénateurs veulent sensibiliser plus efficacement les parents et responsabiliser les fabricants d'écrans. C'est un enjeu de santé publique pour Catherine Morin-Desailly à l'origine de cette proposition de loi. Alors comment encadrer l'utilisation des écrans chez les enfants de moins de 3 ans? Quelles sont les conséquences d'une surexposition des tout-petits? On en parle tout de suite dans notre débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabine Duflot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, auteur de ce livre « Quand les écrans deviennent neurotoxiques », paru aux éditions Marabout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Virginie Sassoon est également sur ce plateau. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de Tiki Productions et vous êtes responsable du laboratoire et du centre de liaison de l'enseignement et des médias de l'information. Et puis David Assouline, bonjour, bienvenue. Bonjour. Sénateur socialiste de Paris. Première question pour vous, Sabine Duflot. Quels sont les risques, selon vous, liés à cette exposition précoce aux écrans des enfants ? Alors, les risques qui sont déjà connus à partir des études sur l'écran le mieux connu, qui est la télévision. Le problème aujourd'hui, c'est que les écrans se sont multipliés. Mais on peut dire que, en tout cas, je peux dire que ce que j'observe dans le centre médico-psychologique où je travaille, concernant les jeunes enfants, ce sont des troubles de la relation, des troubles de la communication verbale ou non verbale, des troubles du comportement et un intérêt qui se focalise sur l'écran. Donc des troubles graves qui vont impacter l'ensemble du champ du développement. Ça, c'est d'autant plus vrai quand les enfants ont moins de 3 ans, Sabine Duflot, c'est ce que vous constatez? Alors, attention, c'est pas parce que le 3 ans, c'est bien, ça protège, les moins de 3 ans, ça protège les enfants, mais à partir de 3 ans et un jour, on ne va pas commencer à consommer à gogo. Hein. Donc, évidemment, plus l'enfant est jeune, plus il est fragile et plus il faut être vigilant. Virginie Sassoon, ça pourrait devenir un véritable problème de santé publique, cette surexposition des tout-petits aux écrans? Oui, je crois qu'il y a un relatif consensus, en tout cas sur le danger de la surexposition. Après, au CLEMI, nous, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement des parents, notamment avec le guide de la famille tout écran, pour mettre à disposition des parents justement les paroles d'experts dans toute leur diversité et leur donner quelques repères, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont démunis, qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et la question, c'est aussi sortir de l'obsession de l'écran en tant qu'outil, pour voir quel est l'accompagnement aussi concret sur le terrain des parents par les acteurs publics. Ouais. David Assouline, on voit qu'il y a un véritable consensus sur les dangers liés à cette surexposition. Il était temps que le législateur se saisisse de ce problème, selon vous? Bon, là, il s'agit d'un tout petit aspect sur lequel la présidente de la commission de la culture au Sénat a décidé de nous faire légiférer. Et il y a un consensus, il s'agit uniquement d'apposer sur les matériaux, écrans, etc., le fait que c'est nuisible pour le développement psychomoteur des enfants de moins de 3 ans. Bon, ça va pas très loin, mais il peut y avoir un consensus, parce que bien entendu, cela est avéré, et au-delà d'ailleurs de 3 ans, mais au moment où l'enfant forme toutes ses capacités d'interaction, y compris avec les autres, et de développement psychomoteur, c'est évident que l'objet lui-même, si on ne fait pas attention, est très néfaste. Mais moi, je m'inquiète depuis longtemps sur les contenus. Parce que s'il y a cet objet, c'est qu'on va y chercher des contenus, où on expose les enfants à des contenus. Et ce processus est irréversible. Les enfants, à partir d'un certain âge, on peut essayer de réduire, comme parents, se battre pour que ce soit le plus tard possible, mais ont tous un smartphone dans la poche. Et il s'agit maintenant d'accompagner, c'est-à-dire d'éduquer. Tout ce qui est excessif ne va pas, mais éduquer. Donc j'avais fait un rapport en 2007 qui me semble déjà fou, parce que je viens de le regarder et je me suis dit, tout ce qui était annoncé comme potentiel danger est là, mais installé comme... Ça veut dire quoi? On a du mal à faire changer les mentalités, Sabine Duflot, sur ce point, parce que c'est vrai que les dangers, on les connaît, il y a des opérations de communication, de sensibilisation. On alerte déjà sur ces risques liés justement à cette surexposition aux écrans depuis longtemps. Alors,
Pendant longtemps, le discours, il était plutôt pro-écran. On avait le droit d'avoir quelques réserves, mais en gros, il y avait une idolâtrie totale du numérique. Et d'ailleurs, chaque émission de télévision, chaque émission de radio, elle commençait par cette phrase « Il ne faut pas diaboliser les écrans ». La question, c'est une question d'information, mais pas seulement, parce que les parents sont informés, ou observent en tout cas des effets plutôt négatifs, mais ils sont désemparés. Avec le collectif qu'on a fondé, Cause, il n'y a pas une journée sans qu'on reçoive environ 10 appels pour des demandes de conférences dans des villes, dans des réseaux centres maternels, etc. Ils sont complètement débordés par ce problème parce que les écrans, il y a un problème qui est lié au contenu et qu'il faudrait aborder effectivement, mais il y a un problème qui est lié au contenant lui-même. C'est-à-dire que ce contenant, il attire et il est profondément addictif, cet écran. On ne peut pas faire... Vous mettez un bébé devant un écran, il est complètement attiré par cet écran, vous lui retirez, il pique une crise de colère aussi grande, voire plus grande que si on lui retire son hochet ou son doudou. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de le regarder. On consulte 220 fois par jour notre portable et on le touche 2617 fois. Vous connaissez un objet ou une personne qui provoque une telle réaction? Moi, j'en connais pas. Voilà. Donc c'est addictif, c'est bien ça le problème. Alors, face à ce phénomène d'addiction, quelle solution, Virginie Sassoul? On a parlé de cette proposition de loi au Sénat. On a du mal quand même à imaginer qu'on puisse imposer aux fabricants quand même d'apposer justement quelque chose comme je crois que ça peut nuire justement au développement psychomoteur de l'enfant. Mais je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour sensibiliser les parents parce que effectivement les addictions, elles commencent, la réflexion, elle commence par les pratiques des adultes et les usages des adultes. Nous, dans le guide de la famille tout écran du CLIMI, on propose un petit quiz pour les parents pour savoir quels parents connectés ils sont. Parce qu'il faut commencer déjà à se poser la question de ses propres pratiques pour être en mesure aussi d'être cohérent vis-à-vis de ses enfants. Et ensuite, il y a une mobilisation. Je pense que l'école a un rôle à jouer pour aussi accompagner les élèves dans des pratiques raisonnées des écrans, des usages pédagogiques intelligents, les bibliothèques, les médiathèques. Il y a une nécessaire mobilisation de tous les acteurs publics. Surtout, l'enjeu, c'est d'articuler tous les temps éducatifs de l'enfant. C'est-à-dire, il y a les familles, il y a l'école, il y a aussi toutes les associations qui mènent un travail formidable de terrain, qui doivent être mobilisées. Et je pense que, du point de vue du CLIMI, en tout cas, l'enjeu de la formation et de l'accompagnement des parents et de la formation des enseignants est un enjeu décisif. Ouais. David Assouline, on peut avoir une utilisation raisonnée de ces tablettes. Est-ce que les parents ils peuvent inculquer ça aux enfants ? Oui, le devrait. Et en même temps, les parents seuls n'y arriveraient pas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une mobilisation de l'ensemble des acteurs éducatifs. Le sujet, quand j'écrivais mon rapport, c'était que les parents étaient, entre guillemets, sous domination des enfants en ce qui concerne le numérique, puisqu'ils n'y connaissaient pas grand-chose et que les enfants avaient l'air d'être tellement dedans qu'ils échappaient au contrôle des parents, qui ne comprenaient même pas ce qui se faisait là et comment on le faisait. Et le corps enseignant aussi. Ce qui fait que les enfants, en apparence libérés devant ces écrans, étaient en fait abandonnés tout simplement par tous ceux qui sont chargés de l'éducation, de leur donner des règles, des limites, etc. Les choses ont un peu changé parce que les enfants d'aujourd'hui, leurs parents sont déjà de la génération du numérique et les parents sont un peu mieux informés des dangers, y compris des pratiques plus ou moins vertueuses. Donc, mais moi, je ne suis pas de ceux qui vont faire le culte de l'écran, mais je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que l'on pourrait réagir uniquement par interdit. Parce que c'est un fait. Notamment, le principal fait, c'est que l'essentiel des connaissances qui sont acquises par les enfants viennent de l'image. On a bâti une école sur le fait que l'ensemble des connaissances venaient de l'écrit, y compris la connaissance de contrées lointaines par la description, par le roman, par la géographie, par le texte. On analysait les textes. On n'analyse pas les images. Pourtant, c'est l'essentiel de ce qui est reçu par les enfants. Donc moi, je pense que l'image peut être thérapeutique. C'est Tisseron qui le disait lui-même. Serge Tisseron. Voilà, il le disait lui-même. Bon, donc il faut absolument ni diaboliser, ni l'excès
en tous les cas l'excès chez les très jeunes enfants de l'objet lui-même, c'est avéré. Il faut donc avertir, tout simplement. C'est ce que cette loi propose. Mais c'est qu'un tout petit problème. Le problème de savoir analyser des images, de savoir prendre du recul entre ce qui est image et ce qui est réalité, etc. Est-ce qu'avec un accompagnement, est-ce qu'il peut y avoir des vertus pédagogiques malgré tout à une utilisation des écrans, des tablettes, des consoles de jeux aussi, puisqu'on en a encore bien parlé. entendu, l'accompagnement est nécessaire. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par nature, le cerveau est feignant, quoi. Donc, on va au plus simple. Et ces outils sont conçus pour être les plus simples possibles d'utilisation. Un livre demande toujours un accompagnement. Vous mettez un livre dans le berceau d'un enfant, eh bien, il n'en fera rien. Vous pouvez lui mettre les pires livres avec les pires contenus, il ne risque rien. Vous mettez un portable allumé dans le berceau d'un enfant, il se précipite dessus et il ne vous demandera jamais son accompagnement. Et l'enfant non plus, et l'adolescent, il ne vous demande pas son accompagnement parce que ça le capte. Donc, bien entendu, l'accompagnement, ça veut dire... C'est vrai, mais vous voyez bien que certains n'ont jamais eu un livre. Dans leur berceau et bien après, et que donc ils n'ont jamais eu accès à un certain nombre de choses. Donc cet écran permet aussi cela. Je ne dis pas que c'est 1 an, et que il faudrait donc concevoir des applications, des logiciels, des images qui leur permettent et de connaître et de le faire de façon vertueuse pour que ça accompagne le développement de leur intelligence, de leur cerveau, de leur capacité à rentrer en relation avec les autres. Donc je pense que ce combat-là est le combat essentiel aujourd'hui, parce que si un jeune n'a jamais vu de livre ou n'en a pas chez lui, par contre, avec son smartphone qu'il a à 11 ans, on va dire, au mieux, j'espère que c'est pas trop avant. On sait qu'ils l'ont tous et que là, il y a une certaine égalité aujourd'hui. On va développer des applications suffisamment pédagogiques et vertueuses pour que ce soit à partir de là qu'on aille le chercher quand il est en échec scolaire, quand il est loin des livres, quand ses parents ne l'accompagnent pas. Je pense que ça a des vertus. Et donc, je plaide plutôt pour cela. J'ai plaidé pour que le Clémy et beaucoup plus de moyens. Il n'était rien il y a 10 ans. Ça semble être un discours idéal, ce que nous décrit David Assouline. Attention au discours trop catastrophiste sur les écrans. Alors, non, mais je pense qu'il y a deux débats et il ne faut pas tout mélanger. Enfin, je pense qu'effectivement, la question de l'accompagnement pédagogique, il est indispensable. L'alphabétisation visuelle numérique, aujourd'hui, elle est indispensable pour exercer sa citoyenneté. Si l'école, et nous on milite évidemment pour ça, pour qu'il y ait plus d'éducation aux médias et à l'information dans les temps scolaires, mais aussi hors temps scolaire. C'est pour ça que le Clémy s'est un petit peu aussi ouvert et adresse une offre aux familles. Mais c'est évident que ça, aujourd'hui, ces compétences, apprendre à vérifier la source d'une image, apprendre à la décoder, apprendre à la publier sur les réseaux sociaux, ce sont des compétences fondamentales pour exercer sa citoyenneté. Est-ce qu'on peut faire ça avant 3 ans? Parce que c'est l'objet aussi. Tout ça est complètement juste. Le message, simplement, c'est que c'est l'inverse du livre, en fait. C'est-à-dire que plus on a accès tardivement, de manière limitée, encadrée et accompagnée aux écrans, plus on va avoir un usage maîtrisé de l'objet. Voilà. Et c'est ça le message qu'on doit faire passer. Bien entendu, l'accompagnement, je suis complètement d'accord. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, par rapport à la notion de choix, vous disiez il faut développer de bonnes applis éducatives, etc. Il faut savoir qu'un enfant, s'il a le choix entre une appli éducative du Clémy et GTA, c'est sûr qu'il va choisir GTA ou n'importe quelle appli. Parce qu'il y a des choses qui sont... il va au plus ludique. C'est un problème pour la télévision aussi, et ceux qui pensent qu'on leur vend n'importe quoi, ils y vont. Alors, plus. David Assouline, je ne crois pas. Carole Bien-Aimé-Besse nous a rejoint sur ce plateau. Je ne suis pas aussi Bonjour. pessimiste que vous. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et vous êtes justement présidente du groupe de travail sur la protection de l'enfance. On évoque cette proposition de loi pour justement encadrer l'exposition des tout-petits aux écrans. Le CSA a déjà travaillé sur ce sujet avec 2 chartes qui justement visent à prévenir, à sensibiliser les parents. De quoi s'agit-il? Alors, c'est vrai que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, depuis 10 ans, travaille sur ces questions et mène chaque année une campagne de prévention. Donc, on retrouve une fois par an sur les antennes télé et radio
pour expliquer effectivement que il y a 10 ans, c'était on n'expose pas un enfant de moins de 3 ans à la télévision, puisqu'on considère qu'à cet âge-là, sur recommandation du ministère de la Santé, d'ailleurs, c'est comme ça que nous avions pris cette décision, qu'un enfant qui a moins de 3 ans doit être acteur du monde qui l'entoure et ne doit pas être spectateur, être mis en mode passif devant un écran. Donc c'est très important que les tout petits interagissent avec le monde qui est le leur et qu'ils ne soient pas comme ça surexposés aux écrans. Donc aujourd'hui, dans ce monde multi-écran, les petits sont surexposés, parfois de manière excessive. Non pas que les parents ne soient pas vigilants, mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance des outils qui sont ces outils du quotidien, que sont les smartphones, les tablettes, et qui aujourd'hui, on doit un petit peu éduquer à la fois les parents, les enseignants, les personnes qui les encadrent aussi, tous ces petits, pour permettre justement pas d'utilisation avant 3 ans et qu'ensuite ce soit un peu régulé, puisqu'effectivement on peut atteindre parfois des temps d'exposition qui sont extrêmement élevés. Ouais, Virginie Sassoon, c'est vrai que c'est la règle, ce qu'on appelle les 3, 6, 9, 12. Hein, ça a été établi par Serge Tisseron, on en parle beaucoup. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans, et une utilisation sous surveillance à partir de 12 ans. Ça vous paraît le bon tempo, justement? Alors, moi, ce que nous, on a constaté, en tout cas sur le terrain, c'est que les règles des experts, comme ça, elles sont très vertueuses. C'est bien, ça donne des repères. Après, concrètement dans les familles, quand par exemple, on a 2 enfants ou 3 enfants et qu'il y a le grand qui est sur la tablette, maman qui regarde la télé et papa qui est sur son ordi, le petit dernier, évidemment, il va être exposé aux écrans. Donc, nous, on culpabilise pas les parents. On est à leur écoute, on est là pour répondre à leurs attentes. On se déplace dans les écoles parce que les chefs d'établissement sont aussi très en demande d'organiser des rencontres avec les parents d'élèves. Et j'ai aussi envie de dire qu'on peut parler des écrans et en quelque sorte transmettre une éducation aux écrans sans écran. Nous, on a sorti une brochure pour l'école primaire où on propose des activités dès la maternelle sur comment apprendre à décrypter une image de presse, comment se familiariser avec l'outil, la presse écrite, le journal, faire des jeux à l'oral, sur la radio. Je pense qu'il ne faut pas enfermer le débat aussi sur juste l'objet, mais vraiment être dans cet accompagnement et dans ces contenus pédagogiques. Mais effectivement, moi je reviens parce que c'est un petit peu mon... Voilà, je pense qu'il y a vraiment un enjeu crucial sur la formation des enseignants, évidemment l'accompagnement des parents, mais l'école, et dès l'âge de 3 ans, c'est possible de commencer à faire des activités pédagogiques autour de l'éducation aux médias à l'information, et on aurait tort d'enfermer cette éducation dans une approche 100% écran. On peut très bien en faire sans écran aussi. Est-ce que, Sabine Duflo-Pardot, est-ce qu'il y a une durée que vous préconisez, justement, peut-être pour les parents qui nous écoutent? Est-ce que, selon vous, il y a une durée idéale, ou est-ce que c'est pas du tout, justement, de tablette, de smartphone? Le CSA vient de sortir un livret de recommandations extrêmement protecteur pour l'enfant, donc je peux que souscrire. Et ces recommandations sont claires, pas d'écran avant 3 ans, même si c'est très difficile dans une famille où il y a plusieurs enfants de s'y tenir, mais il vaut mieux être sévère pour... voilà. Et ensuite, il dit de 3 à 8 ans, pas plus de 20 à 40 minutes par jour avec un contenu de qualité et accompagné, et à partir de 8 ans, pas plus d'1 heure par jour. Et puis, il reprend les recommandations des 4 pas pour la famille, c'est-à-dire éviter le matin, éviter pendant les repas aussi, pas juste avant de se coucher, et pas d'écran dans la chambre de l'enfant pour garder un contrôle sur le contenu et le temps qu'il y passe. Je trouve que ces recommandations, vraiment, je salue le travail du CSA qui sont très très protectrices pour l'enfant. David Assouline, on sait que les GAFA, ils veulent aussi améliorer le bien-être numérique de leurs usagers avec des outils de régulation, des compteurs. On sait maintenant combien de temps hebdomadaire on a passé sur son smartphone. Ça peut être un outil aussi utile, ou est-ce qu'on est un peu dans l'hypocrisie là, selon vous? Dans l'hypocrisie, venant d'eux. Maintenant, s'ils se sentent obligés de faire ça, c'est bien parce qu'ils sont obligés de répondre à un certain nombre d'exigences qui s'imposent même pour leur crédibilité commerciale. Mais en réalité, à côté, ils développent tellement de propositions qui sont aberrantes. Regardez, ici on a légiféré, j'avais dit que c'était un leurre, sur le fait de ne pas plus mettre de publicité avant et après les émissions pour les enfants sur le service public, qui pourtant était
la télé, enfin les chaînes qui avaient le plus de réglementation pour que les publicités à ce moment-là soient les plus vertueuses possibles. L'effet immédiat, c'est que l'argent qui était mis dans cette publicité, il est mis sur YouTube. Et regardez sur YouTube, là où la majorité des enfants vont, parce qu'ils ne sont pas sur le service public, malheureusement, de la télévision. Et là, il n'y a aucune réglementation, même pas celle que les chaînes privées sont obligées d'appliquer, encore moins celle du service public. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a 10 ans, on en était à dire attention, les données personnelles, elles ne doivent pas être regardées, elles ne doivent pas être utilisées. Bon, très franchement, on en est tellement loin aujourd'hui. Et puis, juste un mot, je me souviens que un des enjeux était de faire que ce soit dans l'éducation nationale, où tous les enfants passent, qu'il y ait les moyens de réguler, d'appréhender, de porter cette révolution numérique dans le quotidien des enfants. Le Clémy reste avec, je crois, 7 personnes. Bon, c'est franchement pas grand-chose quand on connaît l'ampleur. Enfin bon, Carole Bien-Aimé-Bessia. Non, mais je parle de permanent. On va parler du rôle du CSA parce qu'on n'a pas encore mais ça a quand même son importance. On dit qu'il y a l'éducation aux médias dans l'éducation nationale. Les choses ont avancé, mais on aurait pu faire ensemble qu'il y ait une matière, qu'on apprenne les choses. Est-ce que le CSA soutient cette proposition de loi? On le disait, sensibiliser les parents, mais aussi responsabiliser les fabricants avec cette indication sur l'emballage des outils numériques. Ça peut être utile, avoir un effet justement positif. Bien sûr, nous, le Conseil est toujours aux côtés que ce soit le ministère de la Santé, du Sénat, comme on l'a fait dans le cadre justement de la loi dite Gattolin sur la publicité. Donc on va se rendre évidemment disponible pour travailler à vos côtés. Donc bien sûr, il faut que les fabricants se responsabilisent, les GAFA également. Donc dans le cadre du comité d'experts, on a un comité d'experts au sein du Conseil avec lesquels nous travaillons. Donc il y a des psychologues, des neuroscientifiques, des personnes qui travaillent sur des programmes jeunesse également, des personnes qui viennent de l'industrie du jeu. On va auditionner les GAFA pour effectivement les responsabiliser. Il y a effectivement maintenant la directive SMA qui va permettre d'étendre la protection du jeune public à YouTube. On parle de YouTube puisque c'est la première chaîne consultée par les jeunes. Donc tout ce qui peut responsabiliser les fabricants et toutes les personnes qui s'adressent aux enfants évidemment, ce sont des initiatives qui seront les bienvenues. Moi, je vois par exemple dans l'industrie du jeu vidéo, par exemple, la norme PEGI qui permet justement de classifier les différents contenus. Nous avons accompagné cela avec le Conseil. Ça permet effectivement de donner des clés au moment où les parents achètent des jeux à leurs enfants, d'y voir un petit peu plus clair sur le contenu que contient tel ou tel jeu. Donc oui, il y a beaucoup à faire, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective. Je vois le 18 octobre dernier, nous avons organisé une conférence justement pour célébrer les 10 ans justement la directive que nous avions prise justement sur l'exposition des tout-petits aux écrans. Et la ministre Agnès Buzyn a vraiment s'est emparée de la question et on a fait une question de santé publique. Donc c'est vrai que le débat avance bien. La proposition de loi sera débattue, je le rappelle, le 20 novembre en séance. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, Angela Merkel, vous le savez, va quitter la vie politique. La chancelière prépare son retrait du pouvoir. Elle a annoncé que son mandat était le dernier, tirant les conséquences d'un cinglant revers électoral régional en Hesse. Écoutez la réaction de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques. Il était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Encore une fois, il n'y a pas de menace illibérale ou de menace d'extrême droite en tant que prétention au pouvoir en Allemagne. Mais
la fragilité d'un pays comme l'Allemagne est toujours une menace pour l'Europe. Et puis, ça rend plus compliqué de faire des réformes en Europe. Une chancelière qui n'a pas la même force qu'auparavant, une coalition qui se cherche, prendre des décisions devient extrêmement difficile. Ça devient difficile au plan domestique, mais ça devient difficile aussi au plan européen. Or, on a besoin de décisions. Je vais en citer deux. On a besoin d'une réforme de la zone euro. C'est indispensable. On a besoin d'un budget de la zone euro si on veut combattre les inégalités. On a besoin d'une taxe moi je ne parle pas de taxe GAFA, d'une taxe sur les entreprises du numérique pour qu'elles payent leur juste part d'impôts là où elles font des profits et de la valeur. Et pour faire ces deux réformes-là, on a bien sûr besoin d'un accord franco-allemand. Et pour faire un accord de cette nature, il faut être deux. Et en plus, ça ne suffit pas. Car il ne suffit pas qu'il y ait la France et l'Allemagne, il faut qu'il y ait les 27 et 28 pays qui soient ensemble. Vous voyez que c'est la force propulsive de l'Europe qui s'affaiblit quand le principal pays lui-même est non pas en crise, mais en difficulté. Donc faisons attention à cela. Et on retrouve Tam Tranui, toujours depuis la salle des conférences du Sénat, avec le président de la Commission des Affaires européennes, le sénateur LR Jean Bizet. Oui, Jean Bizet, votre réaction à cette situation très compliquée, très difficile en Allemagne pour Angela Merkel, qui ne se représentera pas pour la tête de son parti, la CDU, et pas non plus pour briguer un nouveau mandat de chancelière après 2021. Une grande déception, mais malheureusement une déception attendue, puisque j'étais il y a quelques jours dans le cadre du triangle de Weimar avec mon homologue Günther Kirschbaum, qui est le président de la Commission des Affaires européennes du Bundestag. Il redoutait véritablement l'élection du S. Donc, mauvaise nouvelle pour la coalition, mauvaise nouvelle pour l'Allemagne, mauvaise nouvelle pour la France et mauvaise nouvelle surtout pour l'Europe. Et oui, de quelle façon cette situation interne à l'Allemagne, pour vous, va rejaillir sur l'Europe et sur peut-être un certain nombre de réformes qui sont en cours ? Le couple franco-allemand, en quelque sorte, est l'ADN, si je puis dire, du fonctionnement de l'Union européenne. De plus en plus, malgré tout, avec la recherche d'un troisième homme que nous avons identifié, entre guillemets, au Sénat au travers des Pays-Bas. Ceci étant, la réforme sur le fonctionnement de la zone euro, sur l'union économique et monétaire, sur, je dirais, l'union des marchés de capitaux, qui réclame, à juste titre, Emmanuel Macron, peut-être pas avec la forme qu'il convient, va être difficile à mettre en œuvre. Oui, on reprend les mots de Pierre Moscovici. Ce matin, il a jugé que c'est la force propulsive de l'Europe qui s'affaiblit. Et effectivement, il a dit qu'il y avait un certain nombre de réformes qui allaient être très compliquées à mener. Au moment où précisément notre ami d'outre-Manche, nos amis anglais plus exactement, veulent s'en aller, oui, au moment... Vous revenez de Londres d'ailleurs. Je reviens de Londres pour sentir un petit peu l'atmosphère, qui n'est pas bonne, à mon avis. Et puis, si vous voulez... Pardon. Le fait également que nous avons perdu, je le crois très sincèrement, notre allié historique, ou tout du moins il s'éloigne de plus en plus de nous, en la personne, si je puis dire, du président Trump, si vous voulez. Donc ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'amoncellent sur le ciel européen. C'est étonnant, alors qu'il y a encore quelques mois, on jugeait qu'Angela Merkel était extrêmement puissante en Europe, qu'elle régnait sur l'Europe. Ça a été l'homme fort de l'Europe pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est, je dirais, l'homme faible, si je puis dire. Donc, et tout reposera de plus en plus sur les épaules du président Macron. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. La situation d'Angela Merkel, elle vient aussi de sa gestion de la crise migratoire en Europe. Quel enseignement vous tirez de tout cela ? D'ailleurs, il y a demain au Sénat un débat sur le sujet, sur la crise migratoire européenne. Les grandes questions européennes ne peuvent pas se mener en solitaire. Et là, Angela Merkel, en 2015, n'a pas pris la tâche de ses partenaires pour prendre une décision unilatérale qui a complètement bouleversé l'équilibre sociétal de l'Union européenne. Et puis, ça s'est aggravé, si vous voulez, avec les fractures qu'il y a entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Mais comme le président du Sénat se plaît à le dire, et nous sommes totalement en phase là-dessus, bien évidemment, il n'y a pas la bonne Europe d'un côté et la mauvaise Europe de l'autre côté. Donc il va falloir remettre tout cela, si je puis dire, dans le droit chemin, considérant que de toute façon, l'Union européenne, au travers de Frontex, au travers de Schengen, a constitué, a créé au fil du temps le premier marché économique mondial, et l'immigration fragilise ce marché unique. Eh bien, merci beaucoup, Jean Bizet, pour votre réaction. Je vous en prie.
Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Première diffusion demain d'un documentaire inédit sur Public Sénat, consacré à la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Une affaire hors norme qui a, semble-t-il, gêné au plus haut sommet de l'État. Alors, avant de recevoir notre journaliste Quentin Calmet, auteur de ce reportage exclusif, petit retour en arrière, fin juillet, Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, est auditionné par la Haute Assemblée. Ce proche du chef de l'État avoue n'être au courant de rien. Des déclarations qui viennent semer le trouble sur cette affaire. Écoutez. Le ministre de l'Intérieur est donc immédiatement auditionné après les syndicats. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais me dire un petit mot. Un sourire et une apparente décontraction. Bonjour. On y va, on se rejoint si vous voulez. Bonjour. Qui cache mal la gêne du premier flic de France. Le constat accablant dressé par les syndicats a créé beaucoup d'attentes chez les sénateurs. Mais face à la commission, Gérard Collomb donne l'impression de découvrir l'affaire. Moi, je croyais que M. Benalla était policier. Compte tenu de ce qui se passe, moi j'en découvre chaque jour sur les personnalités. Je lis les journaux comme vous et il y a toute une partie de l'histoire de M. Benalla que franchement je découvre de plus en plus. Eh bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, heureusement qu'il y a les journaux pour vous informer. Vous avez raison. Là, Gérard Collomb, vous savez, c'est la sagesse des trois singes. Hein, j'ai rien vu, j'ai rien entendu et je peux rien dire. Voilà, donc c'est là aussi assez surréaliste. Bon, et mieux que ça, la thèse officielle, c'est que Benalla s'occupait de tout sauf de sécurité et Gérard Collomb nous dit, oui, je les croisais de temps en temps et je croyais qu'il était policier. Donc c'était complètement invraisemblable. C'est crédible un ministre de l'Intérieur aussi mal renseigné? Non. Et Quentin Calmet nous a retrouvés sur ce plateau. Rejoint. Bonjour Quentin. On vient de le voir dans cet extrait. Vous avez suivi le travail de la commission d'enquête du Sénat sur cette affaire. On rappelle le contexte dans lequel elle a été créée. Oui, souvenez-vous Delphine, le 18 juillet, Le Monde identifie dans une vidéo un proche collaborateur d'Emmanuel Macron sur des images où on voit Alexandre Benalla en train de frapper un manifestant place de la Contrescarpe. Au même moment, à l'Assemblée nationale, des travaux ont lieu autour de la révision constitutionnelle et le silence de l'exécutif autour de cette affaire vient semer le trouble dans l'examen de cette révision. Et donc, le Parlement, d'abord à l'Assemblée nationale puis au Sénat, eh bien, au Parlement se constituent deux commissions d'enquête pour examiner cette affaire Benalla, sachant que le dossier autour de la place de la Contrescarpe, il fait l'objet de poursuites judiciaires. Il ne faut donc pas attenter à la séparation des pouvoirs. Alors justement, comment les sénateurs sont-ils parvenus à enquêter sans empiéter justement sur ce qui relève de la justice? Eh bien, les sénateurs, ils vont essayer de comprendre comment un chargé de mission à l'Élysée, un proche collaborateur d'Emmanuel Macron, a pu être auprès des forces de l'ordre, auprès des CRS place de la Contrescarpe, car selon eux, il y a bien une question institutionnelle, quelque chose qui dépasse la dérive personnelle d'Alexandre Benalla. À ce moment-là, beaucoup de révélations sortent dans la presse sur des avantages disproportionnés dont aurait bénéficié Alexandre Benalla. Les sénateurs se demandent donc s'il n'a pas désorganisé, s'il n'a pas déstabilisé par sa personnalité tout le fonctionnement de l'Élysée et notamment autour de la sécurité du chef de l'État. D'où ces auditions, Quentin, cet été, mais aussi en septembre, et avec un coup de projecteur sur le fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires. Tout à fait, Delphine. Au total, 29 auditions, plus de 50 heures passées dans la salle Clémenceau, juste à côté de ce studio, et les plus hauts cadres de la sécurité intérieure qui sont auditionnés sous serment. Également, le ministre de l'Intérieur, qu'on vient de voir, ses collaborateurs, mais aussi les plus proches collaborateurs à l'Élysée. Et ça, eh bien, c'est tout à fait inédit. C'est extrêmement rare au Parlement d'avoir des aussi hauts fonctionnaires à l'Élysée qui sont auditionnés sous serment par une commission d'enquête parlementaire. On a pu voir ainsi Alexis Kohler à la fin du mois de juillet, le secrétaire général de l'Élysée, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Et donc petit à petit, on voit que les Français se passionnent autour de cette affaire Benalla. La tension médiatique monte crescendo, une tension se forme autour des travaux de la commission d'enquête du Sénat, puisque celle de l'Assemblée va très rapidement capoter. Et donc à un moment, les sénateurs pensent qu'avec la pause estivale, toute cette tension va pouvoir retomber, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ce que je vous propose de voir dans un second extrait. Cette audition inquiète au plus haut niveau. Le président de la République d'abord, qui appelle le président du Sénat pour rappeler les principes de la séparation des pouvoirs. Puis, c'est au tour de Christophe Castaner de faire encore monter la pression d'un cran. Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes
des menaces pour la République. À ce moment-là, lorsqu'on voit effectivement ce feu nourri, les propos de Christophe Castaner, c'est toujours en qualité de délégué général d'En Marche et non pas de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, enfin c'est que c'est le même, qui tient des propos déments. On se rend compte que le pouvoir, délibérément, est à la fois dans une inquiétude qui nous paraît, dont on n'arrive pas à s'expliquer le fondement, et que, au fond, les règles de fonctionnement institutionnel n'ont aucune importance pour eux. On s'en suivra 3 heures d'audition d'Alexandre Benalla. C'est le point d'orgue de ces travaux, de cette commission d'enquête. Qu'en ont retenu les sénateurs? Comment ça s'est passé, Quentin? Eh bien, les sénateurs, ce qu'ils retiennent, c'est qu'Alexandre Benalla, il était très bien préparé. Selon eux, selon les sénateurs membres de la commission d'enquête, la version d'Alexandre Benalla, elle a été travaillée pour qu'elle coïncide avec ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi pour qu'il ne soit jamais mis en porte-à-faux dans le dossier pénal. Mais ce que retiennent les sénateurs, c'est les incohérences qui demeurent dans le témoignage et dans les différents témoignages autour de l'affaire, sur la fonction d'Alexandre Benalla, notamment sur le fait qu'il disposait d'un permis de port d'armes, mais aussi sur son rôle exact à l'Élysée, car on découvre qu'il est omniprésent auprès du président de la République et qu'il agit presque comme un garde du corps. Et enfin, sur la question de la sanction, est-ce qu'elle a une vraie réalité, cette sanction prononcée au mois de mai par l'Élysée? Alors Quentin, maintenant que les auditions sont terminées, on attend avec impatience les conclusions des travaux de cette commission d'enquête. Où en est-on? Voilà, on en est à l'étape où les sénateurs dans la commission d'enquête travaillent à la rédaction d'un rapport. C'est Jean-Pierre Sueur, le sénateur PS du Loiret, et la co-rapporteure Muriel Jourda qui, pour les LR, écrit ce rapport. L'idée, c'est de pointer les dysfonctionnements, les témoignages qui ne concordent pas, et aussi de faire des recommandations. Mais déjà, on voit 2 enseignements avec le document que vous pourrez voir demain sur notre antenne, et qui sont relevés par les sénateurs, qui s'interrogent sur bien la façon dont tout cet épisode a été géré par l'Élysée. Également, second enseignement sur le rôle de contre-pouvoir que joue le Sénat, qui n'est pas aligné sur l'exécutif. En tous les cas, les sénateurs vous ont ouvert les portes pendant 4 mois. Les coulisses de cette commission d'enquête, c'est demain à 23h. Le titre de ce reportage, Affaire Benalla, l'enquête du Sénat. Merci Quentin. Merci Delphine. C'est avec 6 mois de retard qu'Édouard Philippe a donc présenté ce matin de nouvelles mesures en faveur de la réforme de l'État. Un chantier laborieux, car le gouvernement est bien décidé à faire évoluer la fonction publique et le statut des fonctionnaires. Fabien Recker. En matière de réforme de l'administration, la feuille de route est claire, à en croire Édouard Philippe. Nous voulons moderniser la fonction publique, nous voulons transformer l'action publique, nous voulons tenir les objectifs qui sont ceux de ce gouvernement, ceux du président de la République. Parmi ces engagements, la réduction du nombre de fonctionnaires. Mais pour moderniser, le gouvernement entend surtout flexibiliser, et il ouvre une brèche, généraliser l'embauche sous contrat dans la fonction publique. Nous garderons un statut, mais on laissera le choix aux agents publics. Ils pourront désormais prendre des contrats et venir pour 5, pour 10, pour 15 ans dans la fonction publique et pas simplement accepter statut ou pas statut. Une période à l'issue de laquelle ces contractuels pourront donc retourner dans le privé. Pour les syndicats, cette remise en cause du statut synonyme d'emploi à vie constitue une ligne rouge. C'est vraiment un point clé. Nous avons accepté l'idée d'une concertation, mais pour nous, il était essentiel de préserver la fonction publique et le statut de la fonction publique, non pas pour les agents en tant que tels, mais pour le pays et pour l'intérêt pour notre pays d'avoir une fonction publique indépendante, neutre et indépendante des intérêts privés, justement. Afin de favoriser les départs volontaires, une agence pour la reconversion des agents publics doit être créée, insuffisant sans doute pour calmer la grogne des syndicats. Et on retourne salle des conférences avec vous, Tam Tranui, avec la sénatrice LR du Val-de-Marne, Catherine Procaccia. Quel regard porte-t-elle sur cette réforme de l'État? Oui, effectivement, Catherine Procaccia, davantage de contractuels, moins de fonctionnaires. C'est en gros l'esprit de cette réforme de la fonction publique que l'on annonce pour l'année prochaine et dont a parlé aujourd'hui Édouard Philippe. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Si la réforme se fait, ça pourrait être une bonne chose.
Mais déjà l'état d'esprit, vous êtes... L'état d'esprit, tout à fait. Ça fait des décennies qu'on parle de réformer un petit peu le statut de la fonction publique. On a déjà fait un certain nombre de réformes, on a proposé des départs volontaires, on a enfin régularisé tous ces CDD qui étaient successifs. Il y en avait 7, 8, 15, 20 avant qu'ils soient titularisés. Ça, c'était sous Sauvadet. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Je crois qu'une des grandes réformes, ça serait que tous les fonctionnaires travaillent au moins 35 heures. Et effectivement, si tous les fonctionnaires travaillaient 35 heures, on gagnerait quelques milliers d'emplois. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on le sait bien. On sait bien qu'un certain nombre de fonctionnaires travaillent 32 heures. On sait que le nombre de RTT est considérable. Donc, effectivement, diminuer le nombre de fonctionnaires en ne remplaçant pas forcément tous les départs en retraite, mais en faisant attention, contrairement à la RGPP de Nicolas Sarkozy, il y a des secteurs qui sont plus sensibles que d'autres, mais de dire on diminue, on ne remplace pas les départs en retraite, les départs volontaires, pour être une bonne chose à partir du moment où, sans passer de 32 heures à 35 heures en une journée, on pourrait le faire en tout cas sur 3 ans ou sur 5 ans. Mais vous entendez déjà les syndicats qui disent que la généralisation du contrat dans la fonction publique, pour eux, c'est la ligne rouge. Vous avez déjà entendu des syndicats en France, que ce soit de fonctionnaires ou de salariés du privé, être favorables à une réforme ? Vous jugez que donc ils jouent leur rôle habituel, leur partition habituelle, c'est ce que vous dites ? Ils jouent leur rôle et effectivement leur objectif, ils tiennent absolument à ce statut de fonctionnaire, à ce que tous les nouveaux soient embauchés comme fonctionnaires. On pourrait très bien concevoir aussi qu'à partir de 2020, laissons un an, tous les gens qu'on embauche n'auraient plus ce statut de fonctionnaire à vie. On est quand même dans un monde, on est au 21e siècle, dans un monde qui bouge, dans un monde mondialisé, dans un monde où apparaissent des métiers et disparaissent d'autres, et on est fonctionnaire à vie. C'est une aberration. Est-ce que vous croyez en la promesse d'Emmanuel Macron de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat, quand on voit qu'il y en a eu très peu de supprimés ces 2 dernières années ? J'aimerais le croire. Et vous croyez que c'est encore possible ? Mais je pense que c'est pas, en tout cas c'est mal parti pour cette année, et ce n'est pas assez. Et ces 50 000 seraient tout à fait possibles, comme je dis, si on regardait la durée du travail, si on supprimait un certain nombre de choses. Par contre, par rapport à la réforme qui a été annoncée, il y a quelque chose sur lequel je suis dubitatif, mais c'est quelque chose qui avait été entamé sous Hollande et avec Hamon, c'est sur le tout Internet, le tout interactif. Je crois que tant qu'on aura des fonctionnaires, il faut aussi qu'on puisse avoir un dialogue avec les citoyens, et à partir du moment où on dématérialise tout, eh bien on perd complètement l'intérêt même d'avoir des fonctionnaires. Bien, merci beaucoup Catherine Procaccia pour votre réaction. À vous, Tam, pour cette réaction qui suscite déjà le débat en plateau. On va bien sûr en parler. Alors, le gouvernement veut un État plus efficace. Cela passe-t-il par un nouveau statut des fonctionnaires ? Comment avancer sur ce dossier ultra sensible quand le lien entre usagers et administration semble abîmé ? C'est le second débat de Sénat 360. Et mes invités pour en parler sur ce plateau, Céline Verzelletti, bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire confédérale de la CGT, bienvenue à vous. J'accueille également Benjamin Morel, bonjour. Docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Erwan Tison est également avec nous sur ce plateau, bonsoir. Directeur des études de l'Institut Sapiens, et Jean-Daniel Lévy, merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Première question pour vous, Céline Verzelletti, parce que je vous voyais réagir au propos de la sénatrice Catherine Procaccia. C'est un chantier miné, un dossier ultra sensible sur lequel le gouvernement a du mal à avancer ? Écoutez, en tout cas, on sait que le gouvernement est en difficulté, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Ça, c'est une première des choses, en difficulté politique, où on voit aussi que les sondages montrent aussi qu'il est peu populaire et que les mesures qu'il prend ne font pas, loin de là, l'unanimité des personnes. Ça, c'est un petit peu normal, puisque c'est quand même en défaveur d'un progrès social qui serait nécessaire aujourd'hui en France. Mais sur la question de la fonction publique, il y a eu plusieurs réunions avec les organisations syndicales, mais il est vrai que
qu'aujourd'hui, on a un problème réel de dialogue, parce que toutes les organisations syndicales, en tout cas, ont fait part de leurs propositions, d'une part, parce qu'on a quand même des propositions, on nous montre, voilà, comme tout à l'heure, des syndicalistes, toujours à dire la même chose, sans proposition, arc-bouter sur certaines positions. Ce n'est absolument pas ça. On voit bien que la société évolue, que la fonction publique et les services publics doivent évoluer, mais il y a des lignes justement... rouges, c'est ce que vous nous dites, à ne pas faire. La ligne rouge, non, c'est surtout nous, ce qui nous guide, c'est l'intérêt général et les besoins sociaux à quoi nous devons répondre dans une fonction publique de qualité avec les moyens nécessaires. Le gouvernement, face à ça, il nous dit non, finalement, l'intérêt général, ça lui importe peu. Les besoins sociaux, on a l'impression qu'il ne les voit absolument pas, il est complètement hors sol. Par contre, ce qui lui importe, c'est les chiffres et faire toujours des économies au détriment, justement, de services publics qui répondent à de réels besoins dans notre société. Benjamin Morel, ce n'est pas le premier gouvernement à s'attaquer à cette réforme de l'État. Ça a été rappelé depuis la RGPP de Nicolas Sarkozy. Oui, mais si vous voulez, la thématique de la réduction du nombre de fonctionnaires, quand vous faites un peu l'historique des débats, on la retrouve depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, on a des gouvernements qui nous expliquent qu'il y a trop de fonctionnaires. Alors on réduit la fonction publique d'État, mais aujourd'hui, quand on réduit la fonction publique d'État, il faut quand même avoir dans la tête que ça implique de sacrifier des missions qui sont celles de l'État. Or là, cette politique qui vise seulement la fonction publique, elle interroge tout de même quelles vont être les missions qui vont être sacrifiées. Alors on nous dit il va y avoir plus de contractualisation, certes. Est-ce que ça va vraiment coûter moins cher? On dit il va y avoir des transferts aux collectivités territoriales, il va y avoir des partenariats avec le privé. Est-ce que ça va coûter moins cher? Donc on voit que là-dessus, il y a quand même une forme de discours qui tient quand même beaucoup, et ce n'est pas le premier gouvernement, et ce n'est pas l'affaire de ce gouvernement, à l'idéologie. Et donc il va falloir voir derrière quelle vision de l'État on donne demain. En tout cas, si on s'attaque au statut du fonctionnaire, c'est quand même à quelque chose de fondamental dans la vision que l'on pouvait avoir et que l'on pouvait construire de l'État, qui est aujourd'hui remise en cause. Erwan Tison, un État plus efficace, c'est un État avec moins de fonctionnaires, forcément? Alors, moins de fonctionnaires sur certaines missions, oui, il y a la pertinence du périmètre de l'État. Moi, je suis ravi de ce qui se passait ce matin. On ressort un petit peu le rapport CAP 2022 qui avait été enterré trop prématurément au mois de juillet. Juste un constat, la semaine dernière, on a eu une grande campagne sur les réseaux sociaux qui s'appelait Pas de vague, avec notamment les professeurs et les enseignants qui disaient leur mal-être. Il faut savoir qu'ils sont en France parmi les moins bien payés de l'OCDE. Personnellement, en tout cas, l'Institut Sapiens, on pense que c'est un scandale absolu parce que l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la masse des fonctionnaires que vous avez, donc 5,6 millions d'agents publics, ce qui représente quand même plus de 280 milliards d'euros par an, ce qui est énorme, vous ne pouvez pas payer et rémunérer justement ces enseignants à leur juste valeur. Donc, ce qui est voulu par le gouvernement, c'est effectivement tailler dans certaines missions, réfléchir au périmètre de l'État. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que l'État embauche des jardiniers, embauche des community managers dans des mairies ou dans des services administratifs? Je ne pense pas. Ça, c'est les collectivités. Oui, c'est les collectivités territoriales. Vous en avez aussi dans la fonction publique d'État. Une chose est simple, c'est que en réduisant l'enveloppe globale du nombre de fonctionnaires, on pourra revaloriser ceux qui sont en poste, et notamment ceux qui sont liés aux régaliens, c'est-à-dire les missions de défense, de sécurité et d'éducation. Par contre, vous êtes un petit peu contradictoire, parce que vous parlez de l'éducation nationale et du mal-être, qui, là on l'a vu justement avec Pas de vague, et vous proposez dans le même temps de supprimer des postes et des fonctionnaires. Ça veut dire qu'ils seraient encore plus dans des situations... Alors, on va voir avec Jean-Daniel Lévy cette réforme. Comment elle est plébiscitée par les Français? Comment elle est perçue dans l'opinion? Déjà, peut-être, il y a une vision assez ambivalente de la part des Français à l'égard des fonctionnaires et de la fonction publique. C'est-à-dire que, d'une manière générale, les fonctionnaires n'échappent pas à un certain nombre de stéréotypes qui existent en termes de temps de travail, en termes d'implication, en termes de risques qui peuvent être pris et en termes de charge de travail d'une manière générale. Et dans un même élan, quand on interroge les Français, quand on leur demande qu'est-ce que la France, ce sont les services publics, ce sont nos différents systèmes de solidarité, c'est l'égalité entre les différents citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur localisation géographique ou leur situation en emploi ou hors emploi ou le territoire. Et que interroger sur la fonction publique, interroger sur les fonctionnaires, c'est globalement interroger des Français qui vont nous donner l'impression qu'ils ont une bonne image globale de ce que peut être la fonction publique et les missions de la fonction publique. Avec aujourd'hui effectivement deux types d'interrogations. Un, ça veut dire quoi le rôle de l'État et est-ce qu'il y a une réflexion autour du rôle de l'État? Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de réduire le nombre de fonctionnaires, qu'est-ce que cela peut impliquer concrètement comme conséquence pour les individus? Avec, même à l'époque de Nicolas Sarkozy, on va peut-être pas remonter au 19e siècle, mais même à l'époque de Nicolas Sarkozy, le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux, qui était critiqué de la part d'une majorité de Français, même à droite sur l'échiquier politique, qui disait, en gros, on a une vision qui est une vision comptable, et on n'a pas une vision à caractère politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas la capacité de pouvoir dire
concrètement ce à quoi servent nos agents du secteur public. Benjamin Morel, aujourd'hui on voit bien le gouvernement qui dit que cette succession de réformes, justement, ça a eu pour conséquence d'empêcher les fonctionnaires de connaître quelle est leur réelle mission. Ils ne savent plus au juste ce qu'est aujourd'hui un fonctionnaire, un agent. Mais le problème, c'est que l'État ne le sait pas lui-même. C'est-à-dire que ce que l'on disait tout à l'heure est révélateur. Le nombre de fonctionnaires a avant tout cru dans les collectivités territoriales. Mais comme vous avez le principe de libre administration des collectivités territoriales, l'État ne peut pas réduire le nombre de fonctionnaires des collectivités territoriales. Il ne peut pas dire au maire du coin, vous virez vos employés parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Donc l'État, pour tenir ses objectifs qui sont des objectifs chiffrés, baisse le nombre de fonctionnaires d'État. Et moi je veux bien les missions régaliennes. Aller dans un certain nombre d'institutions, de grandes institutions publiques. Je ne parle pas du Sénat, mais de grandes institutions publiques. Vous verrez que ceux qui font la garde à l'entrée, garder un bâtiment public, il n'y a rien de plus régalien, mais c'est des sociétés privées. Parce qu'aujourd'hui, dans ces institutions, comme il y a Elle est déjà en cours, cette contractualisation. Oui, voilà, mais sur cette question du régalien, dans les grandes institutions publiques, aujourd'hui, pour des questions de sécurité, on demande à des entreprises privées. C'est quand même, normalement, le rôle de l'État d'assurer la sécurité. Et dans le dernier rapport Toureau-Favergne, qui porte sur les missions de sécurité, il est dit grosso modo, l'État n'a plus les moyens aujourd'hui d'assurer la sécurité sur la voie publique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer ça en partie à des organes privés. Non mais voilà, je veux dire, on peut baisser le nombre de fonctionnaires, mais au bout d'un moment, c'est les missions régaliennes de l'État qui sont affectées. Ouais. Céline Verzelletti, on voit que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de supprimer 50 000 postes. Alors il y a des mesures d'accompagnement qui ont été présentées ce matin avec une agence de reconversion. Un fonctionnaire pourra partir avec 2 années de salaire, il aura droit au chômage. Ce sont malgré tout des avancées? Ah non, ce ne sont pas des avancées, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne regarde absolument pas les besoins sociaux, on ne regarde pas s'il faut justement plus de fonctionnaires, pour quelle mission, comment on peut évoluer, parce qu'il y a des choses à faire évoluer, on n'est absolument pas pour le statu quo, mais pour justement répondre à des besoins, à des droits fondamentaux. Et ça, ce n'est pas le cas. Vous disiez la contractualisation, en effet, elle est en cours. Il y a plus d'1 million de contractuels dans la fonction publique. Si vous prenez dans l'éducation nationale, enfin, c'est les collectivités territoriaux, les accompagnants pour les élèves en situation de handicap, ce sont justement des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée. Ils gagnent, et ils sont en temps partiel imposé. Ils gagnent 800 à 900 euros par mois. Ils n'ont pas suffisamment de formation. C'est ça la contractualisation. Ce sont des personnes, il y a un turnover énorme parce que justement ils sont dans une situation précaire, donc ils ne sont pas en capacité de réellement remplir leur mission, d'aider donc des enfants en situation de handicap dans les écoles. C'est quand même dramatique qu'on en arrive là. Donc on voit bien que la contractualisation, ce n'est, alors je ne sais pas si ça coûte plus cher, moins cher, en tout cas ce n'est pas absolument pas une réponse aux besoins, ou alors on explique qu'il n'y a plus de besoins, que tout est privé. Elle pourra aussi concerner, mais les postes de direction. C'est ce qu'annonce le gouvernement. Bien sûr, et ça permettra aujourd'hui, quand vous avez, c'est fini les carrières linéaires, on le dit dans le privé, mais dans le public c'est pareil aussi. Vous avez des gens qui s'engagent, parce qu'on parle vraiment d'engagement quand on rentre dans la fonction publique, qui s'engagent pour toute leur vie, et là ils auront l'occasion avec la contractualisation des statuts sous cadre privé de pouvoir faire des allers-retours justement entre le public et le privé. Mais ça veut dire aussi des gens dans le privé de pouvoir aller dans le public, et des gens dans le public de dire je m'épanouis plus, ou alors j'ai envie de changer de carrière et je suis plus attaché à ce statut-là. Peut-être que ça expliquera aussi la fin d'un certain mal-être chez pas mal d'agents publics. Je pense que ça peut être en tout cas une très bonne chose. Et comme vous l'avez dit, la contractualisation, effectivement, ça coûte moins cher. Et sur des postes de direction, si vous me permettez un chiffre qui pourrait peut-être aller dans votre sens aussi, vous savez qu'à Bercy, 43% des employés de Bercy, des salariés de Bercy, fonctionnaires de Bercy, sans vouloir les stigmatiser, ont un salaire de plus de 150 000 euros. La plupart vont être remis en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a la suppression de la taxe d'habitation et on a le prélèvement à la source. Donc en fait, c'est des tâches que de toute façon Bercy n'a plus à faire, parce que tout est automatisé. Si jamais vous réallouez cette enveloppe-là, ça vous permet d'économiser ou d'embaucher l'équivalent de 60 000 profs. Donc quand on dit faire mieux avec moins, on est exactement là-dedans. Vous dites qu'il faut moins. La fraude fiscale, c'est quand même 100 milliards d'euros. Elle a augmenté. Elle a augmenté de 20 milliards d'euros depuis 2013. Et en même temps, on va supprimer des postes. Tout est question d'arbitrage, on le voit bien. Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'un jour on peut envisager la fin du statut des fonctionnaires? Ce sont bien les fonctionnaires des finances. Que tout le monde s'exprime sur ce plateau. Jean-Daniel Lévy, on peut envisager
cette fin du statut des fonctionnaires? Enfin, en tout cas, d'un point de vue d'opinion à court terme, ça apparaît comme étant peu envisageable. Ça apparaît peu envisageable parce qu'il y a quand même une forme de fierté de la France d'avoir des acteurs qui sont des acteurs qui donnent le sentiment d'être désintéressés et surtout de mener effectivement, et je reprends le terme qui a été utilisé, une terme de mission. Et d'ailleurs, quand vous interrogez aujourd'hui les agents, c'est le premier terme qu'ils utilisent en disant, certes, il y a le temps de travail effectif, mais derrière cela, il y a toujours en fait ce sentiment qui nous anime collectivement. Et on voit bien que dans les différentes collectivités, dès qu'il y a la fermeture de services publics ou d'acteurs, de lieux en fait, où des acteurs du service public sont présents, que cela suscite des remous qui sont relativement nets, parce que ça interroge justement sur la capacité de la République à pouvoir être présente sur la totalité du territoire. Même sur des secteurs qui sont des secteurs qui donnent le sentiment de ne pas forcément être les plus en dynamique. On peut penser par exemple à la Poste, où aujourd'hui, en fait, la fermeture d'un bureau de poste crée en général des tensions et des interrogations de la part des Français, alors même qu'on utilise moins que par le passé le courrier pour pouvoir échanger des informations. Benjamin Morel, je le rappelais au début de ce débat, c'est un chantier particulièrement miné, il y a eu des retards. Ce rapport CAP 22, on le pensait enterré. On voit bien la difficulté de l'exécutif de mener à bien cette réforme. Oui, c'est toujours difficile, si vous voulez, ne serait-ce que parce que, en faisant une telle réforme, déjà vous fragilisez une classe qui peut se mobiliser, en tout cas un corps social qui peut se mobiliser, et donc c'est dangereux politiquement, si vous voulez, tout bêtement, et qu'en plus, eh bien, vos politiques, pour les mener à bien, eh bien, il faut quand même bien qu'il y ait des fonctionnaires dévoués qui les mènent à bien. Donc à partir de là, dès le moment où vous vous attaquez à la fonction publique, vous prenez tout de même un risque politique qui est important. Après, vous remettez également en cause quelque chose d'essentiel, et on le disait tout à l'heure, quelque chose qui a trait à la signification de l'État. C'est-à-dire que quand vous devenez fonctionnaire, vous êtes nommé. Vous ne passez pas un contrat, vous êtes nommé au service de l'État. Et là, c'est toute une conception de l'État qui, aujourd'hui, eh bien, tend à être relativement marginalisée, ringardisée, attaquée, mais notamment dans la haute fonction publique, il y a encore des gens qui tiennent à cette conception. Et donc à partir de là, vous voyez qu'en termes de sciences administratives, en termes de fonctionnement des cabinets ministériaux et de la haute administration, remettre en cause l'identité sur laquelle se sont construits des hommes et des femmes, eh bien c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, et peut-être n'est-ce pas non plus toujours une bonne chose. Céline Verzelletti, on parlait quand même des annonces de ce matin, et notamment cette agence de reconversion. Ça, ce n'est pas quelque chose de nature à apaiser les tensions, les inquiétudes des syndicats ? Mais non, du tout, puisque d'une part, il y a possibilité, dès aujourd'hui, quelqu'un qui veut quitter la fonction publique et qui voudrait travailler dans le secteur privé, bien évidemment, il peut le faire, même si ce n'est pas si simple, malgré ce qu'on peut dire. Mais dans la vraie vie, c'est complètement différent. Les contractuels aujourd'hui, par exemple, pour la plupart, les personnes, j'allais dire elles, parce que c'est souvent des femmes, d'ailleurs en matière d'inégalité, ça risque d'avoir un impact très négatif, ce qui est proposé, alors que dans le même temps, on dit l'égalité, grande cause nationale. Bon, voilà, là, il y a une petite, voire une grande contradiction quand même. Mais ces personnes qui sont en situation de contractuelle, ils gagnent 800 €, 900 € par mois. Comment voulez-vous vivre dans ces conditions-là? Donc souvent, ce sont des personnes qui cherchent à travailler ailleurs, bien évidemment. Ensuite, sur ce que vous dites, la reconversion, ce sera des personnes qui, ce ne sera pas leur choix. Ça sera uniquement pour les personnes qui travaillent dans des services qui vont être amenés à être supprimés ou être restructurés. Il faut bien avoir ça en tête. On ne propose pas à des agents s'ils veulent, pourquoi pas, changer, parce qu'à un moment donné, on peut vouloir une évolution et changer de métier. Ce n'est absolument pas ça. Ça sera suite à une restructuration ou des suppressions de missions qu'on ira. Eh bien, vous voyez, vous aimiez peut-être votre travail, vous aimiez à remplir les missions que vous remplissiez, mais aujourd'hui, nous avons décidé de supprimer ce service, donc vous n'avez pas le choix. On va vous proposer de vous reconvertir. C'est pas tout à fait la même chose que de dire à des personnels, vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez avoir une formation tout au long de votre vie et avoir une réelle évolution. Oui, mais ça sera, je le dis bien, pour les services. Comment on peut vaincre les réticences des syndicats? On voit bien ça s'annonce compliqué pour l'exécutif. Oui, de toute façon, l'exécutif, il l'a montré depuis le début du quinquennat, il ne s'adresse pas aux syndicats, il s'adresse directement aux usagers et aux bénéficiaires de sa politique. En tout cas, oui, mais c'est les usagers. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais là, concrètement, je pense que l'incitation est très forte. On parle dans le cadre d'une reconversion de 2 ans de salaire et d'un droit au chômage. Donc, on ne se rend pas compte, mais dans le privé, vous avez aucunement de ce genre d'incitation-là. C'est un plan social. Donc ça peut être. Mais je vais vous donner un autre chiffre, madame. Je suis désolé, je suis là pour donner. Enfin,
je travaille dans les chiffres, mais regardez, vous savez que les fréquentations de guichets de services publics en France, depuis 2012, ont diminué de 20%. De 20%. Donc c'est hors de poste qu'on peut justement supprimer. On a fait je parle de poste, je parle pas de fonctionnaires supprimés. On a fait le calcul à l'Institut Sapiens. On s'est rendu compte qu'avec l'intelligence artificielle, la blockchain et la robotique, on pouvait économiser 1,6 million de postes de fonctionnaires dans les 20 ans, sans toucher au périmètre et sans toucher à la qualité du service public. Vous vous rendez compte, on dégage 58 milliards d'euros qu'on peut réallouer du coup aux personnes qui sont en poste. Donc du coup, augmenter largement leur traitement, parce qu'effectivement, quand on voit la situation aujourd'hui des fonctionnaires, donc il y a peut-être des solutions, tout sera question d'arbitrage dans les semaines à venir. Merci à tous les quatre d'être venus en parler sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, un nouveau pas vers une collectivité unique d'Alsace. La fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin devrait être officialisée aujourd'hui. Mais quel rôle pour ce nouvel échelon dans la région Grand Est? Quelles compétences? Pour l'heure, rien n'est tranché. Jordan Klein. Le dossier est sur la table du Premier ministre depuis le mois de février. L'idée, fusionner les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer une seule et même collectivité alsacienne. Comme le souhaite le président, l'Alsace resterait bien intégrée à la région Grand Est. Elle serait alors dotée des compétences d'un département, mais surtout de compétences bien plus spécifiques. J'ai une certitude, c'est que le président de la République a dit on ne remettra pas en cause les grandes régions et les compétences des régions. On peut faire des efforts pour tenir compte des spécificités alsaciennes. Dans quelle mesure, je n'en sais rien. Mais le vrai sujet pour moi, c'est qu'est-ce que l'État est susceptible de donner dans la décentralisation. Au cœur des négociations, les compétences attribuées à ce nouveau département. Parmi elles, la gestion des autoroutes et des nationales, la coopération transfrontalière ou encore le bilinguisme qui porte entre autres sur le recrutement de professeurs franco-allemands. Pour Fabienne Keller, un large consensus devrait se dégager entre les élus. L'Europe se vit déjà aux frontières, que cette nouvelle collectivité va s'adjoindre des compétences, mais l'idée c'est surtout de faire rayonner l'Alsace. Et je me réjouis vraiment que cela aboutisse aujourd'hui à une belle étape qui sera un accord de principe sur cette nouvelle collectivité européenne. Et puis après, il y aura du travail pour la mettre en place complètement. Après l'accord de principe, il faudra encore organiser sa mise en place. Cela passera alors par les votes de lois, de décrets, mais aussi par des décisions des collectivités. Le chemin est encore long vers l'unité alsacienne. Alors je vous le disais, les élus alsaciens sont justement reçus en ce moment même par Édouard Philippe à Matignon. Je vous propose d'écouter la réaction de Claude Kern, sénateur centriste. Il répondait aux questions d'Alexandre Poussard sur ses attentes par rapport à cette nouvelle collectivité unique d'Alsace. Oui, Claude Kern, qu'est-ce que vous attendez de cet entretien avec le Premier ministre sur ce futur département unique d'Alsace? Alors déjà, je pense que c'est plus qu'un entretien. Nous attendons des prises de position de la part du gouvernement pour répondre aux besoins d'Alsace exprimés par nos compatriotes alsaciens et par l'ensemble des élus. Nous attendons effectivement une collectivité spécifique Alsace avec des compétences particulières également, un transfert de compétences et pas seulement une délégation de compétences de la part de l'État et de la région Grand Est vers l'Alsace. Concrètement, quelles compétences vous souhaitez pour cette collectivité unique ? Avec des compétences, nous en parlons depuis un moment. Une des grandes compétences, c'est naturellement le bilinguisme. Après, les autres compétences, tout ce qui est mobilité, les transports, les routes nationales dans les transports, l'économie, une partie de l'économie et par là même le tourisme, puisque quand nous vendons l'Alsace, nous ne vendons pas une région du Grand Est, nous vendons l'Alsace, et puis également dans les compétences touristiques, la marque Alsace et le développement, l'agence de développement de l'Alsace, à savoir la DIRA. Alors, par exemple, sur l'économie, qu'est-ce que ça changerait que l'Alsace, nouvelle collectivité, ait cette compétence ? Alors aujourd'hui, l'Alsace a fait ses preuves en exerçant déjà cette compétence, et puis elle aimerait retrouver cette compétence parce que nous vendons l'Alsace. Quand nous allons à l'étranger et que nous parlons de la région Grand Est, personne ne s'y retrouve. Alors que si nous parlons de l'Alsace, tout le monde sait où se trouve Strasbourg. Est-ce que ça pourrait avoir une conséquence sur la centrale de Fessenheim ? Ça peut avoir une conséquence, effectivement, dans le cadre de la compétence transfrontalière. Avec la fermeture de Fessenheim, il y a des projets transfrontaliers qui sont en train de se mettre en place, notamment dans le cadre de l'énergie renouvelable et d'autres sources.
Il va y avoir une négociation avec la région pour libérer certaines compétences. Ça va être un enjeu de négocier avec la région. Alors je pense que la négociation est actuellement encore en cours puisque le Premier ministre devrait nous amener une feuille de route complète, c'est ce que nous attendons. J'espère que naturellement que la région va comprendre ce besoin d'Alsace qui existe et ces transferts de compétences qui sont demandés. Vous êtes sénateur, vous représentez les collectivités territoriales. Est-ce que vous sentez un changement de ton vis-à-vis de ces collectivités avec notamment ce projet? Alors, c'est une première étape, je dirais. Nous en attendons d'autres et il faut effectivement qu'il y ait un changement de ton de la part du gouvernement envers les collectivités. Il faut tenir compte également des collectivités territoriales. C'est quand même la base de notre République. Merci Claude Kern d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette réaction de Claude Kern enregistrée il y a quelques instants. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans le Doubs, terre d'élection du sénateur socialiste Martial Bourquin, qu'auteur d'un rapport sur la revitalisation des centres-villes. C'est une préoccupation permanente de cet élu, comme il l'a montré à notre journaliste Cécile Sixou. Son reportage tout de suite. Vous imaginez 20 cellules commerciales là. Martial Bourquin est en colère. Ce supermarché situé entre Audincourt et Montbéliard, en périphérie, vient d'obtenir une autorisation pour ouvrir 20 commerces. Si ce projet se faisait, c'est une façon de vider les centres-villes d'Audincourt et de Montbéliard. Et ça, ce n'est plus possible. Des centres-villes vidés, à 1 kilomètre de là, à Audincourt, 12% des commerces sont effectivement inoccupés. Comme ce bâtiment de 420 mètres carrés où il n'y a plus d'activité depuis 2 ans. Ce jour-là, la nouvelle maire de la ville, Marie-Claude Gallard, le visite avec Martial Bourquin, son prédécesseur. La mairie a investi 400 000 € pour le rachat et la rénovation du local. Il était trop vétuste pour qu'il trouve acquéreur, parce que l'acquéreur était obligé de mettre 100 ou 200 000 € pour le rénover et pouvoir rentrer dedans. Quand on a su qu'elle était en vente, on n'a pas trop hésité en disant on va l'acheter, surtout à un prix raisonnable, on va pouvoir faire des travaux et accompagner un porteur de projet. Ça permet effectivement et un loyer raisonnable et à nous d'avoir une cellule et un centre-ville qui est vivant. C'est la 10e cellule commerciale que rachète la ville pour y installer un commerçant. Mais même quand on n'a pas de repreneur, on doit prendre la cellule commerciale, essayer de rénover, essayer de présenter des loyers très abordables. Pour une raison, c'est que nous, on ne fait pas de bénéfices. On a une seule vocation, c'est de mettre du commerce et des services en centre-ville. Mener des politiques locales pour revitaliser les centres-villes, c'est aussi ce que fait à quelques kilomètres de là la ville de Montbéliard. Là, il y a du centre-ville là. Hein. La maire de Montbéliard est fière. Pour redynamiser le centre, elle a refait à neuf l'entrée de la ville. Nous avons été choisis dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville avec 221 autres villes moyennes qui rencontrent les mêmes difficultés que la ville de Montbéliard, chaque ville ayant après un projet et un programme qui lui est propre. Parmi les projets, la maire mise sur la culture avec la création d'un centre culturel et de loisirs ou encore la rénovation du château en zone touristique. Ils ont transformé, enfin dans leur projet, le site du château justement en espace touristique. Avec hôtel, restaurant, terrasse. Pour Martial Bourquin, si le plan de revitalisation est une bonne chose, il n'est pas suffisant. La question qui se pose, c'est qu'il y a 700 villes en difficulté et c'est qu'il y a beaucoup de centres-bourgs en difficulté. Et la volonté que nous avons au Sénat, c'est d'élargir ce plan. Élargir au centre-bourg, comme ici, à Baume-les-Dames, où Martial Bourquin retrouve le maire Arnaud Marté. Il a fait de la revitalisation le thème de son mandat. On a créé des parkings, on a créé des espaces agréables pour que les gens puissent prendre le temps de passer un moment au centre-ville et donc de fréquenter les commerces. Le deuxième axe, c'était de faire revenir les gens au centre-ville par l'installation d'équipements publics. Le premier, c'était l'Office du tourisme. Le deuxième, c'était la rénovation complète du cinéma. Depuis 1 an donc, l'Office du tourisme est sur la place centrale.
Un déplacement qui a coûté cher à la ville. Aujourd'hui, on a mis plus de 3 millions d'euros déjà et on a projet quasiment d'en mettre autant entre la réfection des 2 places. Ouais, tu vas arriver à 6-7 millions d'euros. Ouais, mais enfin, tu peux pas ne pas être aidé là-dessus. La volonté d'avoir une revitalisation du centre-ville, c'est des moyens, c'est 5 milliards pour 222 villes sur 5 ans. Et il faut qu'on ait d'autres ressources. Pour financer la revitalisation, Martial Bourquin propose 2 sources de revenus, une contribution du e-commerce ou encore taxer l'artificialisation des terres agricoles. Bonjour Martial Bourquin, pardon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. On le voit à travers ce reportage, des exemples de revitalisation. Il y a eu vos travaux au Sénat, suivis de cette proposition de loi, le plan d'action au cœur de ville du gouvernement. Est-ce que les choses commencent quand même à bouger en matière de revitalisation? Je pense que on s'est rendu compte qu'on avait fait un peu n'importe quoi durant des années, des décennies voire, et qu'on a déplacé les flux mais vraiment massivement à l'extérieur des villes. Et maintenant, avec le e-commerce, à la fois les augmentations de surface par millions de mètres carrés, plus le e-commerce, c'est un cocktail ravageur. Ce cocktail ravageur amène à ce que des centres-villes, des fois, ont jusqu'à 25% de vacances, ce qui est absolument épouvantable. Et là, dans ce projet de loi Élan, il y a eu un fait nouveau. On a pris conscience et l'État, enfin, met en place des politiques de centre-ville. Alors, c'est important, c'est un début, mais enfin, 700 villes, il n'y en a que 222 villes, il faut, et surtout, on ne peut pas laisser de côté les centres-bourgs. La ruralité a le droit à avoir ses centralités. On va y venir parce qu'on voit que ce n'est pas toujours évident, on l'a vu au début de ce reportage, de lutter contre l'installation de certaines surfaces commerciales. Alors ça, c'est le rôle de la CDAC, ce sont les commissions départementales d'aménagement commercial. C'est elles qui donnent le feu vert ou pas de l'installation d'une nouvelle zone commerciale. Ça peut avoir des conséquences justement sur les petits commerçants. Je les appelle les machines à dire oui. Machines à dire oui parce que 92% des projets sont avalisés par les CDAC. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? C'est que la loi du Sénat, la proposition de loi du Sénat, qui a été votée à l'unanimité, je le répète, par le Sénat, a été reprise en partie par Élan. Et les CDAC, à partir du 1er janvier 2019, vont changer. Il y aura ce qui se passe en Angleterre. À chaque fois qu'il y a une demande de grande surface, obligatoirement une étude indépendante qui mesure l'impact de ces ouvertures de commerce. On nous présente souvent les emplois créés, on ne parle jamais des emplois détruits. En général, un emploi créé à la périphérie supprime 3 emplois dans les centres-villes. La deuxième chose, il y aura aussi toutes les villes impactées qui siégeront en CDAC. Ça va changer énormément de choses. Ce qu'on montrait tout à l'heure sur Audincourt et Montbéliard, on n'a même pas été prévenu que cette CDAC se tenait. Et dernière chose, mais chose... Les élus auront désormais leur mot à dire, ils ne seront plus impuissants, ils n'assisteront plus impuissants à l'installation de nouvelles zones commerciales. Absolument. Et dernière chose, mais vraiment, il est important aussi de signaler que les chambres de commerce, les chambres artisanales, les chambres d'agriculture vont maintenant siéger. Alors ils n'auront pas voix délibérative, parce que l'Europe leur a interdit, parce qu'ils ne peuvent pas être jugés partis, mais ils seront là et donneront leur expertise. C'est un changement considérable qui va arriver. Il était temps, parce qu'on était en train de déménager nos centres-villes. Avec des conséquences sur la mort de ces centres-villes, les conséquences économiques, mais aussi politiques, électorales. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand un centre-ville ne vit pas bien? La périphérie, c'est la solitude. La personne se balade avec son caddie, remplit son caddie, rentre. Un centre-ville, c'est, depuis la cité grecque, c'est la démocratie. C'est aussi la culture. C'est aussi les relations sociales. Tout cela disparaissait. Et on avait des centres-villes qui devenaient désertés, qui devenaient des endroits où il ne faisait pas bon se promener. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il faut réagir sur le logement. C'est important. On n'a pas assez de logements. On a trop de vacances au centre-ville. Il faut réagir sur les services, la santé, mais tous les autres services. Il faut réagir sur la culture. Il faut réagir aussi sur l'esthétique des centres-villes. C'est un travail
très important, mais comme le disait tout à l'heure le maire de Baume-les-Dames, Arnaud Martet, ça représente des sommes considérables pour... Et est-ce que l'État est suffisamment présent justement pour accompagner les collectivités? Pas du tout. Aujourd'hui, il a prévu 5 milliards pour 222 villes. C'est le plan d'Action Cœur de Ville, voilà. effectivement. On propose avec Rémi Pointreau quelque chose de plus important. On propose 2 taxes. Une sur l'artificialisation des terres, une autre sur les livraisons du e-commerce. Ça pourrait ramener environ 1 milliard, 1,2 milliard par an pour pouvoir justement retravailler à des centralités actives et puis surtout donner une image et un vécu de nos villes qui donne vraiment envie de faire en sorte que demain, nos villes aient vraiment des centralités qui conviennent à nos habitants, parce que tout le monde regrette qu'il n'y ait plus de centre-ville. Mais, bien sûr, en déplaçant les flux de façon aussi massive que ça a été fait, inévitablement, le résultat était là. Mais des solutions existent, c'est le message que vous avez fait passer sur ce plateau. Merci à vous, Martial Bourquin. Merci d'être venu sur Public Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin, à 18h. Vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.